Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des limites, des limites que l'on se pose, des limites que l'on s'imagine, des limites que l'on a cristallisées aussi depuis longtemps en nous. Il faut savoir une chose aussi qui est importante, c'est que bien qu'on imagine que les limites, les limites qu'on se pose soient des choses qui sont mentales, parce qu'une limite c'est toujours relié en tout cas à une vision intérieure de là où on peut aller, de ce que l'on ne peut pas dépasser ou ce que l'on pourrait en tout cas transcender. Cependant, il ne faut pas oublier en fait que le mental est relié aux émotions. C'est important de comprendre, vous voyez, on pourrait prendre l'image même presque d'un chaudron qui bout, qui représente le corps émotionnel, et les pensées au-dessus qui sont conditionnées en tout cas par la qualité des émotions d'en dessous. C'est-à-dire que quand on est perturbé émotionnellement, les pensées ne sont pas de très bonne qualité, et quand on est calme et détendu émotionnellement, les pensées sont elles-mêmes beaucoup plus vastes et suivent une fréquence beaucoup plus, tranquille, paisible. C'est une des raisons pour laquelle c'est vrai que quand on fait de la thérapie, quand on vit des choses émotionnellement ou vitalement en tout cas qui nous apaisent, que ce soit un massage, que ce soit un soin énergétique ou une balade en forêt, automatiquement on sent que la qualité de nos pensées est beaucoup plus claire. Et c'est important de le comprendre parce que on n'imagine pas en fait à quel point quand on était petit, avec nos parents, peut-être dans des circonstances, en tout cas avec nos cousins, des gens de notre famille, généralement à une époque, on va dire vraiment entre 0 et 8 ans, il y a énormément de choses qui se cristallisent, et même aussi un petit peu après, bien sûr, mais cette période-là, elle est importante parce que c'est vraiment un moment dans lequel l'aide va cristalliser une posture de défense, une posture de sauveur, une posture de victime, et ainsi de suite, qui va conditionner la manière dans laquelle cette structure de caractère, on va dire, va se confronter à la vie. Et c'est important de dire cette structure de caractère qui va se confronter à la vie parce qu'en fait, c'est pas véritablement nous. Et c'est pas parce que nous nous sommes positionnés à une époque, comme un guerrier ou une victime, que ça définit et où ça nous définit par rapport à notre potentiel et par rapport à ce que nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment guerriers en fait dans leur cœur et leur âme. Alors guerrier, on s'entend, ce côté vaillant, capable d'entreprendre, capable d'être, capable de se relever, qui porte en lui en tout cas un véritable courage et être, entre guillemets, on va dire comme ça, dans sa vie, avoir été cassé, avoir été brimé, et dans lequel, par un phénomène de résonance aussi intérieure, il y a quelque chose qui a été transmis. Le fait que on n'est pas forcément capable, que le monde ne peut ne pas nous accepter, qu'il peut être impossible en tout cas de réaliser certaines choses parce que c'est comme ça, c'est des conditions que la famille a posées ou que des égrégores même ont déposé en nous, ou alors des liens transgénérationnels qui ont déposé ça en tout cas dans la personne. Donc c'est important de comprendre que quand on parle de transcender, alors c'est pas transcender, quand on parle de dépasser ses limites et aller au-delà, parce que je trouve qu'en fait, actuellement, là on est en 2025, on passe en 2026 bientôt, et je trouve qu'on est vraiment à une période dans laquelle nous devons et nous sommes face à nos limites. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont face à leurs limites, beaucoup de personnes qui sont conditionnées dans un monde d'avant qui ne leur parle plus, dans un espèce de sas en fait, on pourrait dire que beaucoup de gens sont dans une espèce de sas. Alors il y en a qui sont passés de l'autre côté et qui trouvent un véritable bonheur à ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis il y en a d'autres qui sont, on pourrait dire, entre guillemets, à la traîne, parce que derrière, il y a tout qui leur tombe dessus, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir, et c'est comme si d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient généré depuis des années, maintenant, c'est des choses qu'ils portaient dans le sac à dos de manière très visible, et ils ne savent pas trop quoi faire avec, et ils savent que, c'est une question de mois, aller voir d'années, autrement, ça sera une chute, en tout cas, ils savent qu'ils sont dans un puits s'ils ne réagissent pas maintenant, et puis il y en a d'autres qui sont entre deux, ils savent qu'ils ont des décisions à prendre, des choses qui sont importantes, ils savent qu'il va falloir faire un travail intérieur, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait ou ils ne voient pas encore totalement ou très clairement les issues qui leur sont proposées, parce qu'il y a plusieurs choix. Et vous voyez, ces limites-là, c'est important aussi de comprendre que, donc comme je vous le disais, en fait, que c'est quelque chose qui est aussi, qui a comme racine le monde émotionnel. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, on peut se dépêtrer aussi de ça. Mais, et c'est là que je voulais aussi vous donner un conseil, en tout cas par rapport à ça, parce que c'est important aussi de réaliser que nous sommes qu'une seule présence. Nous sommes une seule conscience. De ce fait, nous sommes
tous reliés les uns aux autres. Notre monde de pensée, notre capacité à même, quand on médite, quand on se relie à quelque chose, on se relie à des égrégores. On ne peut pas faire autrement, en fait, de se relier à des égrégores. On se relie à des égrégores de paix aussi bien qu'on se relie à des égrégores de colère. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des égrégores, les égrégores sont des formes pensées collectives. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des formes pensées collectives en fait, de l'humanité qui sont classées. On pourrait dire ça comme ça, classés. On pourrait imaginer des petits nuages classés sous forme de fréquences. C'est des vibrations qui s'agglomèrent entre elles et qui créent un petit nuage rose, un petit nuage bleu, un petit nuage noir et ainsi de suite, qui fait que quand nous-mêmes, intérieurement, on génère une pensée négative, et en fait, cette pensée négative qui a été générée, qui a été incarnée en fait dans un monde astral, va aller rejoindre, un gros nuage de forme pensée négative. Elle va nous relier, en tout cas, à ce nuage-là. Et c'est exactement la même chose quand on parle de paix, quand on parle d'amour ou de choses comme ça. Quand on pense à l'amour, on donne, à l'égrégore et on nourrit l'égrégore d'amour de la Terre, donc de l'humanité, parce qu'on parle vraiment de formes pensées collectives qui existent depuis la nuit des temps, des premières pensées du monde mental et des premières charges émotionnelles du monde astral, qui vient même vraiment du règne éthérico-vital, du végétal et de l'animal. C'est pour ça qu'il y a des pensées, quand on va dans des choses très primitives, dans lesquelles on peut se sentir possédé par le règne animal, de par ces égrégores et cette reliance, en tout cas à ces forces-là, qui vont nous relier par codépendance à des forces de la nature. Et donc, cela implique que les pensées qui nous traversent, en fait, elles ne sont pas anodines. Elles viennent nourrir des choses et elles sont aussi la cause, en tout cas la conséquence, vraiment la conséquence de causes qui existent en nous. C'est pour ça que plus on se nourrit de choses qui sont saines en nous, plus on a la capacité de générer. C'est comme une question de semence. Plus on va semer en tout cas des graines qui sont de bonne qualité en terre, plus forcément la récolte en tout cas sera bonne et sera belle. Donc ça c'est important en tout cas de le réaliser. Donc ce qui implique en tout cas par rapport aux égrégores que si par exemple vous vous nourrissez et vous vous connectez à des choses qui sont lumineuses, imaginons, prenons un exemple, que vous soyez dans la spiritualité. Alors, dans la spiritualité, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, vous soyez sur un chemin de connaissance de vous, sur un chemin de conscience, et que vous soyez un peu, je ne vais pas dire perdu, mais que vous vous retrouviez dans un espace dans lequel, vous êtes un peu tout seul, vous êtes un peu, on va dire, perdu, parce que vous n'avez pas beaucoup d'aide, vous n'avez pas forcément d'argent pour voyager, rencontrer du monde, et ainsi de suite. Alors, on a de la chance, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à YouTube, il y a des livres, tous les livres du monde qui sont accessibles, énormément de contenus gratuits qui nous permettent de pouvoir apprendre et grandir, en tout cas en conscience, en ligne ou à distance. Dites-vous que dans cette histoire de limite, à partir du moment où vous allez lire un livre, vous inspirer ou vous connecter à des personnes qui ont réalisé quelques espaces, en tout cas lumineux, en tout cas des espaces qui vous attirent, automatiquement, petit à petit, de par l'attention, la concentration, l'aspiration et l'envie profonde, en tout cas, de le connecter et de connecter ces espaces-là, vous vous reliez à ces espaces-là. Et en vous reliant, et c'est le principe de l'égrégore, c'est que, comme je vous le disais, quand on a une pensée d'amour ou de paix, on envoie cette énergie. On nourrit l'égrégore, donc on se relie en fait tout simplement. On la produit, on la crée dans une forme pensée émotionnelle, et ensuite, naturellement, on va dire par conséquence, devenir une pensée mentale, et cette charge-là, mentale et émotionnelle, va aller rejoindre les égrégores correspondants. Mais les égrégores, eux, vont nous redonner de la nourriture derrière. C'est vraiment le phase communicant. C'est-à-dire que tous ceux à quoi on pense, on en reçoit aussi l'énergie. C'est important, c'est un fait extrêmement qui pourrait paraître anodin, mais qui est pourtant extrêmement important. Ce qui veut dire que, et c'est le principe de la prière aussi, en tout cas une des conséquences de la prière, c'est que quand on pense au divin, on dit souvent le divin pense à nous, dans le sens où si véritablement on se connecte au divin, on parle au divin, on se relie, on laisse notre aspiration, en tout cas, s'exprimer pour le divin. C'est une pensée, en fait, envoyer une pensée sincère, en fait, de reliance. Et cette pensée sincère envers le divin amène cette énergie, ce plan de conscience, en tout cas, que nous avons connecté à l'altitude à laquelle nous l'avons connecté, à descendre et à nous relier naturellement par vase communicant. Plus nous donnons,
plus nous recevons en fait naturellement. Mais comme l'égrégore est beaucoup plus gros que nous, eh ben en fait, il nous donne beaucoup plus généralement que ce que nous donnons, hein. En tout cas, c'est propre en tout cas on va dire à certaines lois de l'univers. Donc, ce qui permet en tout cas de pouvoir recevoir des choses et pouvoir aussi être transformé, hein. C'est là-dessus en fait, et c'est surtout sur ce point en fait que je voulais vous partager, dans le sens où, et c'est là où je vous parle des limites, c'est-à-dire que imaginez que vraiment vous ayez besoin, en tout cas, et dernièrement je parlais avec quelqu'un qui désirait en fait faire grandir son entreprise. Vous voyez, il y avait un vrai sujet en fait sur l'entrepreneuriat, être capable de comment est-ce que je fais pour me développer et ainsi de suite. Mais la chose, et on le sait très bien, en tout cas je le sais par rapport à mon expérience, que ce n'est pas qu'une question de méthode, ce n'est pas une question de mise en place de je sais pas, imaginons de pages internet, de pages de vente, de visibilité, d'avoir la capacité de se mettre en avant ou d'exprimer en tout cas voilà, une promesse de vente, un message clair et ainsi de suite. S'il s'agissait que de ça, à la rigueur, on pourrait imaginer que c'est facile, entre guillemets, de monter son entreprise. Mais la chose, pour la plupart des gens, c'est que c'est psychologique, c'est mental, c'est les limites qu'ils se sont fixées, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment capable de devenir entrepreneur? Est-ce que je suis vraiment capable de gagner l'argent à laquelle j'aspire? Est-ce que je suis capable de pouvoir vivre de mes rêves et de vivre de mes passions? Vous voyez, c'est quelque chose, c'est là-dessus en fait le plus gros nœud. Et aujourd'hui, vous savez, au niveau de l'entrepreneuriat, voilà, c'est pas pour rien que depuis quelques années, il y a eu vraiment le côté coaching, le côté développement personnel qu'on retrouve beaucoup, en tout cas dans les masterminds ou les grands rassemblements d'entrepreneurs qui vont travailler justement sur l'état d'esprit en fait des entrepreneurs, c'est-à-dire la légitimité de leur place et de la valeur qu'ils se donnent. Parce que quelqu'un qui se donne de la valeur, enfin qui se donne, on va pas dire qu'il se donne de la valeur, mais quelqu'un qui a naturellement, hein, vraiment, on va dire vraiment de manière naturelle, un état d'être en fait dans lequel il ne doute pas de lui, parce qu'il sait, il connaît sa valeur, voilà, il n'a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci, ou en tout cas il a su dans sa vie prouver et se prouver à lui-même qu'il était capable de faire les choses, bah lui naturellement incarne une posture qui fait que c'est pas un problème pour lui de mettre en avant ou de s'imaginer réaliser telle ou telle chose. Mais quelqu'un qui aurait même plus de possibilités, plus d'argent, plus d'investissement, avec du meilleur matériel, etc., avec des meilleures compétences, même, on va dire, au niveau de l'ordinateur, des logiciels et tout, pour tout monter et tout faire, s'il ne porte pas en lui le côté de croire, même pas de croire, enfin dire d'incarner, hein, parce que justement on n'est pas dans la croyance, c'est vraiment d'incarner ça en lui. Et ben en fait, il sera dans l'incapacité de pouvoir le manifester, hein. Et ce qui est intéressant aussi, vous voyez, dans l'histoire de limites, hein, dépasser ses limites, quand on parle de ça, c'est de réaliser que les pensées, parce que le monde des pensées, hein, le monde mental, hein, c'est un monde vaste, hein. Chaque plan de conscience est infini, hein. Le monde physique est infini. Alors on peut en parler, effectivement, l'univers en expansion, etc. Qu'importe. Mais pour nous, en tant qu'être humain, hein, on peut dire que c'est infini, hein, parce qu'on est dans des pluries de milliards de galaxies devant nous. Voilà, on sait combien d'années-lumière et de pluries de millions d'années-lumière il faut pour aller, on va dire, même pas à 1% du seuil du loin où on pourrait imaginer l'infini. Donc pour nous, c'est infini. On va dire le monde physique est infini. Eh ben, il faut se dire que le monde émotionnel est infini. Et le monde mental est infini. Et les mondes spirituels le sont aussi. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que naturellement, la vie a mis en place des systèmes de protection automatiques, en tout cas pour ces mondes. On a un système naturel, ne serait-ce que pour notre propre système solaire, hein, il est lui-même protégé en tout cas de la galaxie. Il tourne sur lui-même naturellement et nous protège, entre guillemets, des astres, des grands courants, on va dire universels galactiques. Donc là, il y a une protection. Mais quand on regarde pour la Terre elle-même, chaque créature a elle-même la protection, qu'est l'atmosphère aussi de la planète. La Terre, elle tourne, mais on est nous-mêmes protégés du côté de la pression, on va dire, centrifugeuse de la gravité qui fait que, effectivement, on a l'impression, on ne sent pas à quelle vitesse,
ouais, la vitesse en tout cas à laquelle la planète tourne. Et on est nous-mêmes sous la grâce hein, d'une oxygène et on va dire des températures, d'un climat et d'une paix en fait qui n'est pas la paix qui est autour et au-delà en tout cas de la Terre. Hein, on est vraiment dans une protection privilégiée mais totalement adaptée en tout cas à notre conscience, enfin en tout cas à notre condition hein, d'être humain. Parce qu'on est né là, de toute façon ça n'aurait pas pu être autrement. Mais à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Nous avons des protections mentales, nous avons des protections émotionnelles, des gardiens qui nous protègent de certaines choses. Mais les protections mentales, bah, ce sont ces croyances en fait. Les croyances sont des protections, malgré nous. Ce sont nos gardiens, ce sont elles qui font en sorte de faire que nous ne nous perdions pas dans l'infini des possibilités du monde mental. Car autrement, on n'aurait pas de raison, on n'aurait pas de possibilité, nous n'aurions aucune possibilité d'ancrage ou de stabilité, ou même de réflexion ou d'analyse cohérente. Parce qu'on aurait bien trop de possibilités et d'altitude dans nos schémas de réflexion qui ne permettraient pas aux choses de s'engranger et de se cristalliser de manière stable. Exactement comme voilà, nos constructions, nos maisons elles tiennent debout malgré la vitesse à laquelle tourne la planète et les vents solaires qui sont au-dessus. Donc, de ce fait, même les croyances des plus stupides aux plus spirituelles hein, et les plus sensées restent un système de gardiennage hein, cristallisé qui fait que même le maître spirituel qui a sa vision lui-même du divin, parce qu'il en a une, même s'il vit et il expérimente en tout cas dans son altitude une réalisation assez haute, il a malgré tout des croyances en tout cas dans ce qu'il vit. Du moins, il a schématisé mentalement la vision de ce que laisse comme empreinte les expériences qu'il vit avec le divin. Mais à chaque fois qu'il vit une expérience encore plus grande, encore plus profonde, à chaque fois, il va remettre sur la table et il va devoir changer sa croyance en disant « Ah, non, le divin est purement amour, pleinement amour. » Mais en fait, il est encore plus amour que ce que j'imaginais. Et là, il rajoute une nouvelle croyance, c'est qu'il est plus qu'amour, d'amour, d'amour. Il va essayer de lui trouver un mot, il va changer de teinte, il va le symbiotiser dans sa conscience à des états cellulaires de vibrations qu'il a ressentis ou orgasmiques, et ainsi de suite. Donc, la connaissance, même la cristallisation des pensées, vient à rejoindre l'expérience, les cellules, le vital, le mental. La connaissance ne devient plus mentale, mais devient la vraie connaissance. Mais cependant, elle reste gardée dans un espace, dans un endroit qui lui reste stable jusqu'à ce que la prochaine fois nous soyons capables d'aller plus loin. Et quand nous parlons de dépasser nos limites, en fait, et c'est là où je veux en venir par rapport aussi à mon partage aujourd'hui, c'est de réaliser que si nous ne faisons rien, il ne risque pas de se passer grand-chose. Et fondamentalement, et c'est en ça en fait qu'on se rend compte, et je regardais un documentaire il n'y a pas longtemps sur des personnes qui avaient réalisé des grandes choses, des aventuriers, il y avait des hommes, on va dire des grands hommes d'affaires, etc. À chaque fois que quelqu'un se retrouvait à un pan, vous voyez vraiment à un pan d'un plafond, une sorte de plafond dans lequel à un moment il a été mis face à lui en se disant mais en fait est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que j'y vais, est-ce que je m'autorise à ça, que ce soit, je sais pas moi, l'homme d'affaires pour être capable de monter sa multinationale et puis de lever à 1 milliard ou 2 milliards alors qu'il jonglait qu'avec des dizaines de millions au début, que ce soit l'aventurier qui se contentait de partir et de traverser des petits déserts à pied et qui décide de traverser la terre à pied, que ce soit n'importe quoi. Toute limite se pose à quelqu'un qui veut avoir un enfant et qui d'un seul coup se retrouve avec des triplés et qui va se rendre compte et qui va dire est-ce que je vais être capable de trouver les ressources pour ça ? Ou le jeune entrepreneur qui est plus, on va dire, une sorte de libéral autonome, et qui se découvre en lui une possibilité, une graine d'entrepreneur capable d'aller plus loin, de voir plus loin et de s'autoriser à incarner plus, à proposer plus, même à recruter et ainsi de suite. Et tout ça, ça reste des schémas en fait intérieurs à dépasser. Et le problème, c'est que plus ces schémas-là restent, c'est-à-dire non touchés, non transformés pendant des années, plus ils sont cristallisés. Vous voyez, c'est comme l'écorce d'un arbre. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que si toute sa vie, on reste dans des schémas qui ne sont pas remis en question, qui ne sont pas cassés, entre guillemets, le problème, c'est que ça se cristallise. Et c'est pour ça que les personnes qui sont assez âgées, vous voyez, ont plus de mal à changer. C'est pour ça que des personnes qui n'ont jamais voyagé, qui ne sont pas ouverts d'esprit et qui campent sur leur position de par un caractère et une personnalité qu'on pourrait dire
trempés, hein, et ben, se retrouvent eux-mêmes pris au piège en fait de leur petitesse, en fait, qui devient presque dérangeante pour des personnes qui sont plus ouvertes ou qui tentent parfois de communiquer avec elles. Parce qu'en fait, c'est même plus de leur faute, en fait. Ils deviennent victimes de leurs propres croyances cristallisées et ils sentent dans leur cœur qu'ils en souffrent, mais ils n'arrivent pas à passer au-delà parce qu'ils ont mis trop de temps et ils sont restés trop d'années avec des schémas trop ancrés. Et parfois, il y a ces personnes-là, et ça arrive hein, aussi, qui parfois il se passe un tel événement dans leur vie, ça peut être un accident, ça peut être des choses que tout explose en vol, et d'un seul coup ils se retrouvent dans une ouverture extrême, immense. Voilà, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens, des accidents, voilà, des accidents de mort imminente, des accidents où ils perdent leurs femmes, leurs enfants, un accident dur où ils perdent leur santé, et ainsi de suite, où d'un seul coup ils sont dans l'obligation par survie même, de prendre une autre posture et un autre regard sur la vie pour continuer à vivre et se débarrasser, en tout cas, de ce qui les aurait fait mourir, entre guillemets, hein, même psychologiquement. Donc vous voyez, c'est toujours ça, en fait. Alors que si on s'habitue, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on prend l'habitude, petit à petit, de réaliser qu'à chaque fois, de prendre conscience que nous sommes limités, qu'à chaque fois, nous sommes sur un petit pourcentage de possibilités, en tout cas limitées, que nous nous sommes faits de la vie, de sa beauté, de son amour, de notre potentiel, dans ce que nous sommes d'humain, de divin, d'amoureux aussi, et de conscience, et de conscient, on va dire ça comme ça, eh bien nous savons que nous pouvons aller plus loin, nous savons qu'il nous suffit de regarder plus loin. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être bien justement dans ce que je disais de regarder les personnes qui nous inspirent, quel que soit le domaine, hein, vous voyez, ça peut être... moi, je me souviens, regardez, c'est tout bête. À une époque, j'étais jardinier. Quand j'ai appris le jardinage à l'époque, bon, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, en tout cas, de l'histoire, mais je travaillais à l'époque pour la commune qui était... c'était l'époque de mon apprentissage, parce que je faisais une formation en alternance, hein, et je travaillais pour la ville qui était championne d'Europe des villes fleuries. Hein. J'avais trouvé, en tout cas, cet apprentissage dans une ville qui était justement la ville où j'étais en Bretagne. Et la personne qui était responsable, en tout cas voilà, qui avait comme stagiaire, en tout cas moi, dans les jardins, c'était quelqu'un qui était littéralement passionné, mais passionné par les plantes, les arbres de collection, les plantes de collection et tout ça. Et très simplement, en fait, je jardinais à côté de lui, en fait. Alors moi, j'avais ma vision, bien sûr, j'étais passionné à ma manière, je dis bien à ma manière, mais le fait d'être avec lui toute la journée, de l'entendre me parler de telle plante, le regarder dans sa vibration taillée, bêcher, de devoir commencer à prendre un pli aussi sur lui, c'est comment on tient bien l'outil, comment il se penche, comment il prend, comment il arrache. Vous voyez, en fait, par mimétisme, on prend cette énergie. Ouais, c'est une manière aussi d'enseigner, d'apprendre et d'aller au-delà, en tout cas, de notre propre système. Hein. Et de ce fait, je me suis rendu compte après, des années après, que j'avais pris en fait beaucoup de lui. En fait, j'avais pris mon propre chemin ensuite par la suite, hein, et développé en tout cas mes compétences et mes aspirations en tout cas de végétales. Mais malgré tout, il m'avait donné un enseignement et sans forcément me parler. Et c'est pour ça que parfois on voit, alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous savez, on a une personne qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, qui est une personne, imaginons, un peu douce, agréable, qu'on a connue, et qui se met en couple avec quelqu'un que l'on considère, hein, je dis bien, un peu rude, un peu fermé, hein, avec une énergie assez piquante. Et petit à petit, quand on revoit cette personne-là avec les années qu'on n'a pas vues depuis longtemps, on voit la symbiose qu'il y a eu entre les deux, et on voit le mélange où celui qui est un peu plus rude, il est devenu plus doux, et celle qui était douce est devenue un peu plus piquante et plus rude. C'est un petit peu le même processus. C'est-à-dire que si, par exemple, un entrepreneur, hein, je prends l'exemple, est vraiment intéressé pour rentrer, et puis il sent qu'il n'est pas légitime, il ne sait pas comment faire, voilà, et de se donner les moyens, parfois, il est parfois plus efficace de regarder des vidéos
d'entrepreneurs, de regarder des gens qui ont réalisé certaines choses, qui ont eux-mêmes monté leur boîte et de s'inspirer et de grandir en fait, parce qu'ils se relient à des espaces qu'ils ont réalisés et qui les nourrissent. Et à travers eux, on connecte ces plans-là et ça permet ensuite d'y aller et d'avoir en tout cas des bases, on va dire, de lancement intérieur. Je dis bien lancement intérieur pour être capable de poser les bases, en tout cas de lancement extérieur. Alors que si, avec notre petit monde limité, parfois on se dit non, je vais me lancer, on fait le truc, en fait on fait petit. Et même si on se sent entrepreneur sur des petites choses, en fait on n'est pas relié à des choses qui sont forcément plus grandes. Et c'est pour ça que même dans mes voyages, quand je suis parti à une époque, je pourrais dire en Inde et sur les routes, pas le grand voyage que j'avais fait en Amérique du Sud plusieurs années, mais principalement en Inde, où je me connectais en tout cas au maître avec des livres, et je me suis rendu compte que quand j'ai rencontré ces avatars en Inde, c'est là les premières fois où j'ai vraiment baigné et goûté ce qu'était le divin. Et j'ai goûté ce que c'était que cette matière que j'appelle le divin, en tout cas, parce qu'il faut bien comprendre que le divin, c'est un mot, mais cependant, ça reste un espace, des espaces de conscience, en tout cas infinis, qui ont une altitude, qui ont une profondeur selon notre niveau de conscience, dans lequel nous allons goûter quelque chose de plus en plus lumineux, cellulairement, mais au niveau d'essence, il y a un goût que je pourrais décrire à plein de niveaux, selon le niveau de conscience, mais c'est là où j'ai goûté pour la première fois ce que je pouvais qualifier et exprimer comme étant le divin. Vous voyez, et ce mot-là, je ne l'avais pas avant. Je l'avais dans une vision plus mentale, ou une vision, voilà, le cœur, le divin. Voilà. Mais là, ça devenait une expérience consciente à 360 degrés, multidimensionnelle, dans toutes les cellules, dans le corps. Et à partir de là, ça a été un point d'achoppement, en tout cas pour moi, dans ma reliance et tout ça, dans lequel j'avais une direction. C'est-à-dire que plus je m'éloignais de ce goût-là, plus je m'éloignais de cette teinte complète, de cette complétude, en tout cas vibratoire, et plus je touchais à d'autres teintes qui n'étaient pas forcément cette teinte divine, mais qui étaient d'autres sphères, d'autres spectres, d'autres qualités, peut-être plus horizontales, mais de ce fait, ça créait des espaces de conscience qui me permettaient de trouver des directions où aller. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres grands maîtres, d'autres choses, et puis mes expériences m'ont permis maintenant de classifier en tout cas des espaces de conscience qui me permettent en tout cas aujourd'hui d'accompagner les autres aussi dans ces mondes invisibles et cette connaissance de soi. Mais en fait, fondamentalement, c'est là où on se rend compte, c'est que personne n'a jamais rien inventé. La connaissance, elle est ouverte à tout le monde, à toute personne qui se donne les moyens. Et c'est pareil pour toutes les limites. Certaines personnes, des fois, fustigent, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, certaines autres personnes pour des raisons de voilà, qu'ils ont plus de chance, ou qu'ils ont réussi, ou qu'ils vont jalouser, etc. Alors que chacun, on s'entend bien, parce que je sais que certains vont se dire oui, mais il exagère, mais nous avons tous, quelque part, à un certain niveau, la possibilité de réaliser des choses extraordinaires, quelle que soit notre condition, qu'il nous manque une jambe, que l'on est pauvre, et ainsi de suite, ou ainsi de suite. La vie, selon nos aspirations, nos conditions, on va dire intérieures, nous avons des possibilités extraordinaires de réaliser l'impossible. Ça, c'est un fait. Alors après, bien sûr, il y a des conséquences, des conditions et des choses qui font que, voilà, il y a un pourcentage beaucoup plus et très certainement extrêmement plus difficile pour certaines personnes, mais en même temps, voilà, on ne sait pas le chemin que l'âme a choisi pour certains, et c'est important en fait de réaliser, de respecter aussi le fait que, chaque âme, chaque être, en tout cas, a son alors son destin, je ne sais pas si c'est le destin, mais à son chemin en tout cas, et ses possibilités liées à son potentiel, et il faut respecter entre guillemets dans la vision en tout cas vers où l'âme a voulu aller et vers quels espaces elle cherche à s'aventurer pour pouvoir grandir. Et parfois on a tendance à dire ouais bon, c'est le mauvais karma, voilà, il a quand même pas de bol dans sa vie, alors qu'en fait c'est une chance énorme que l'âme a réussi à manifester ce chemin d'obscurité et même ténébreux pour certaines personnes, parce que pour elles, plonger dans cette inconscience, c'est le meilleur moyen de pouvoir grandir vite. Et il ne faut pas oublier que nos plus beaux défauts, et les plus ancrés, sont l'incarnation quelque part d'une lumière correspondante. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui a un défaut à cet endroit-là porte un défaut parce que c'est vraiment une tare. Non, c'est vraiment parce qu'il a la lumière correspondante de l'autre côté. Autrement, elle ne pourrait pas exister.
Chaque ombre dessinée sur la terre, au pied d'un arbre ou d'une pierre ou de n'importe quoi, n'a que la forme et la noirceur de la forme qu'il incarne ou dans lequel il est manifesté, hein. C'est important de le réaliser. Ce qui veut dire que fondamentalement, voilà, si on a, on va dire, une telle difficulté et on est mis à pied par rapport à des limites que l'on doit dépasser et qui nous prennent totalement, mais il faut se dire qu'il y a derrière, c'est parce qu'il y a une force puissante qui incarne et qui révèle en tout cas cette difficulté et qui nous est proposée justement de dépasser. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que ce partage voilà, vous aidera, hein, parce que j'ai toujours à cœur en tout cas de vous donner des clés, des choses qui peuvent vous aider sur le chemin et vous permettre en tout cas de pouvoir grandir et toujours en tout cas en toute autonomie, hein. Vous savez que pour moi c'est toujours important et je pense qu'aujourd'hui on a toutes les clés de pouvoir être aidé, guidé, accompagné d'une manière, on va dire, qui soit sous la liberté en tout cas d'une totale autonomie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.